pendant une nuit en la mémoire non seulement de ceux qui nous ont laissés, mais surtout du docteur Tchani qui était avec moi par rapport à ce fameux 31 août 2016. Merci. Vous m'excuserez, je ne sais pas parler assise. Comme l'a dit tout à l'heure M. Paga, je suis syndicaliste. Nous, les syndicalistes, on parle rarement, on ne parle pas bien étant assis. Je vous ai parlé tout à l'heure du docteur Etiani. Ça va faire 1 an que le docteur Etiani nous a quittés. C'était en février 2017. Évidemment que ça passe vite. Je viens effectivement aussi de m'en rendre compte que nous sommes en 2018 et qu'effectivement ça fait 1 an que le docteur Etiani nous a quittés. Je suis docteur Mbot. Je suis Mbot Sylvie. Je suis président du syndicat Hippocrate, le syndicat des médecins, pharmaciens, biologistes et chirurgiens dentistes de la Caisse nationale de sécurité sociale. Je suis secrétaire confédéral de la centrale dynamique unitaire et je suis citoyen. Pourquoi on me donne la parole? Je crois que vous avez suffisamment, vous avez entendu, vous avez écouté que modeste citoyenne que je suis devant vous, j'avais été kidnappé. Je ne dis pas arrêté, je dis bien kidnappé. Kidnappé, c'est un mot anglais. Utilisons notre terme. J'ai été volé. J'ai été volé au niveau de l'hôpital militaire alors que j'allais rendre visite à un des miens qui a subi les atrocités, donc les violences post-électorales, parce qu'il était au niveau de la prison centrale, où il a été également aussi blessé à ce niveau-là. Donc, n'ayant pas reçu des soins, on a été obligé de l'envoyer au niveau de l'hôpital militaire. Et c'est en allant rendre visite donc à un des miens au niveau de l'hôpital militaire le 6 octobre, aux heures réglementées, c'est-à-dire vers 18h30, 19h, parce que les heures de visite étaient de 18h, je crois, jusqu'à 20h. Que, arrivé là-bas, j'ai fini de m'entretenir avec un des miens. On vient me faire appel. Et lorsque je sors de la chambre où était hospitalisé un des miens, j'arrive au niveau du couloir, je me retrouve encerclé, en plein hôpital. J'étais encerclé par quelle force? Par la sécurité pénitentiaire, par la gendarmerie et par les militaires cagoulés, en plein hôpital. Une femme, comme s'ils avaient affaire à un terroriste, que ça fait longtemps qu'on cherche ce terroriste, le voilà là, nous l'avions, nous avons la laisse sur elle. Ils m'ont immédiatement tout pris, ce que j'avais, et ils m'ont escorté pour que je les rejoigne dans le véhicule qu'ils ont amené, une double cabine, vous connaissez tous leur moteur. Donc, je suis allé avec ma voiture, j'ai tout lissé, ils m'ont donc embarqué dans le véhicule double cabine où j'étais, blanche. Il y avait le chauffeur, il y avait un autre militaire qui était à côté, j'étais au milieu à l'arrière avec 2 éléments cagoulés et derrière il y avait 3 autres éléments cagoulés. Le 6 octobre 2016, où j'ai été kidnappé, je ne sais pas pourquoi, on m'a volé et on m'a amené. Ils ont fait tout le tour de Libreville. Ils m'ont d'abord amené au niveau de la prison centrale. C'est-à-dire qu'on m'a pris vers 18h45. Donc on est arrivé au niveau de la prison centrale. On a mis du temps là-bas. Je ne sais pas, peut-être que c'est leur pratique. Peut-être qu'il était question de m'enlever et de m'amener je ne sais où. Mais j'étais là, heureusement qu'il y a un Dieu. Nous qui sommes les enfants de Dieu. Et je remercie Madame Massavala qui vient de parler, qu'effectivement, on a besoin de Dieu dans ce pays. On a besoin de Dieu dans ce pays. Donc, nous avions attendu pendant pratiquement 1 heure, 2 heures pour
m'a mené finalement à la direction générale au B2, pour parler plus simple. Et je suis arrivé au B2 à 23h. Donc vous voyez, 18h45 de l'hôpital militaire, j'arrive au B2 à 23h après un stop à la sécurité pénitentiaire. Arrivé au B2, on me dit des choses, on prend toutes mes affaires, on m'auditionne, on parle de faux problèmes, est-ce que vous faites de la politique, qui vous a envoyé, bref, je passe des détails parce que ce n'est pas important pour moi. Ils m'ont pris, ils m'ont amené dans une cellule, une petite cellule, ils m'ont complètement déchaussé, ils ont pris toutes mes affaires, mon sac, tout. Je n'avais sur moi que l'habit que je portais, c'est-à-dire marron. Ils m'ont amené là-bas. Et comme c'était au sous-sol, ils ont estimé que ce n'est pas très prudent de la laisser au sous-sol. Ils m'ont amené au cabinet du DG. Donc au cabinet du DG, il y a des cellules là-bas. Et c'est là-bas qu'on m'a mise. On m'a mise dans une petite cellule, à peine la lumière, et ils m'ont enfermé à clé. Vraiment comme si j'étais en prison. Hein. C'est-à-dire qu'on ouvre, tu entends seulement bien ouvrir la porte, clac, clac, les clés. On referme, on ouvre, et c'était ça. On m'a mis sur un petit matelas, nu, par terre, au sol. Je suis pieds nus. Et c'est comme ça que j'ai été conservé au niveau du B2, au cabinet du DG du B2, dans cette pièce pendant 9 jours, du 6 au 14 octobre 2016. Qu'ai-je fait? Je n'en sais. Je vous signale que j'ai des enfants à bas âge que j'avais laissés à la maison. Un enfant de 9 ans et une autre de 14 ans. Les deux étaient à la maison. Je ne pouvais joindre personne. Et personne ne savait où j'étais. Personne ne savait où j'étais. Je vous assure, de la torture, pas physique, mais morale. Mais c'est la plus dure. Je préfère qu'on me torture physiquement, mais vous torturez là-dedans, ça laisse des marques. Donc j'ai été gardé là-bas pendant 9 jours. Donc le premier jour où je suis arrivé, ils m'ont auditionné, ça n'a rien donné. Ils m'ont réauditionné, une deuxième fois un dimanche, parce que je suis arrivé un vendredi, un jeudi ou un vendredi. Donc le dimanche qui suivait, j'ai été auditionné une seconde fois. Et c'est au cours de cette seconde audition qu'on fera allusion au fameux rapport qui est sorti sur le net concernant les violences post-électorales. D'abord, j'ai été surpris par le responsable qui m'a auditionné, puisqu'ils avaient récupéré tous mes téléphones. Il me pose la question, comment ai-je fait, comment puis-je collectionner de telles atrocités? J'ai sursauté, je dis pardon, des atrocités? Mais qui doit parler d'atrocités, vous ou bien moi? Donc vous saviez que ce sont des atrocités. Ah, je m'en réjouis, parce que vous prenez conscience qu'effectivement vous aviez fait mal. Et comme je le disais, c'est à ce moment-là qu'on a fait allusion au rapport concernant les violences post-électorales. Pourquoi je le fais? Qui m'a mandaté? On m'a payé combien? Je dis, mais attendez, je suis médecin. Et je vous assure, je fais un bond en arrière par rapport à cela. Parce que, non, le 31 août 2016, les gens entendent. Mais ils ne savent pas ce qui s'est réellement passé. Ils ne savent pas. C'est pourquoi tout à l'heure, quand j'ai demandé pour le docteur Etienne, parce que nous étions, c'était avant l'assaut, hein, avant le bombardement de mines. La première attaque, c'est quand on est allé pour réclamer, on veut savoir la vérité, donnez-nous la marche de 16 heures. C'est comme ça qu'ils ont commencé à nous charger. Donc tous ces blessés-là, on les a ramenés au niveau du QG. Je vous assure, pour ceux qui connaissent le QG,
au niveau du, je crois, le premier ou deuxième, c'est une grande salle. Cette salle, elle est aussi grande que celle-ci. Il y avait des blessés de partout. De partout. Nous étions 2 médecins plus d'autres professionnels de la santé qui sont venus. Et heureusement qu'il y avait la Croix-Rouge qui était là et les compatriotes qui avaient des doubles cabines parce qu'on ne pouvait pas s'en sortir rien qu'avec des penses. Non. Il fallait maintenant transférer, évacuer la plupart de ces blessés au niveau des différentes structures sanitaires que nous avions pu faire. Nous avions pu les évacuer, mais je vous assure, pour traverser la ville, ce n'était pas évident. Nous, on pensait qu'avec la Croix-Rouge, ça devrait être chose facile, mais le premier barrage que nous avions eu, parce qu'il y a eu la Croix-Rouge, que nous disons merci ici, et les compatriotes qui ont mis à disposition leur double cabine. Il y a eu 3 ou 4 compatriotes comme ça qui ont mis à disposition pour qu'on puisse évacuer le maximum de blessés. Et arrivé au premier, parce qu'on a pris la voie express, arrivé au niveau de comment on appelle ça, la station Pétro-Gabon du charbonnage, parce que c'était le premier barrage, les populations étaient en colère, il y avait des barrages. Donc quand ils ont vu la Croix-Rouge, je vous assure qu'on a failli nous bombarder. Je parle des populations. Là, ce sont les populations qui ont pris le contrôle des rues. Et quand on a dit non, on transporte les malades et tout, ils n'ont pas voulu croire. Ils ont assimilé la Croix-Rouge au président Ali Bongo. À Ali Bongo. Il dit la Croix-Rouge, c'est Ali Bongo. On a dit non. Et puis il y a certains qui nous ont reconnus. Ah non, c'est le docteur, il y a des blessés. C'est comme ça qu'on nous a laissé passer. Donc, on a fait, je vous assure, il a fallu faire Rio, le 5. Vous faites Rio, imaginez les populations en colère. Vous faites, venez voir. Vous, vraiment dans les quartiers, il a fallu envoyer certains au niveau de l'hôpital général, d'autres au niveau de, parce que la quasi-totalité c'était au niveau de l'hôpital général, les autres c'était à Ovendo, la traumatologie, d'autres à Chambrier, et on avait encore d'autres blessés qui étaient avec nous, il n'y avait plus de place, qu'on a amené dans une structure privée de la place. Et je vous assure, ce qu'on a amené dans une structure privée de la place, le médecin étant tout seul, son personnel n'était pas là, j'ai été obligé de soigner les 15 blessés que nous avions vus là-bas, de 23h jusqu'à 6h du matin. Nous étions sur le terrain. Et pendant que nous étions en train de nous occuper de prendre en charge ces différents blessés, c'est vers minuit, 13h, c'est pourquoi je sais toujours, je donne toujours la référence du docteur Etiani, que le docteur Etiani m'appelle pour dire que voilà, nous sommes en train d'être bombardés. Nous sommes on est en train de nous bombarder. Je dis, ah, je suis occupé avec les patients, je ne pouvais pas. Imaginez, si je n'avais pas transporté ces malades, ces blessés, j'aurais pu être sur les lieux au même moment. Et la suite, tout le monde connaît la suite. Donc, c'est à partir de là. Donc, quand ils ont fait allusion à cela, parce que lorsque nous avions fait ce travail-là, ce rapport, je vous assure, non, des blessés par balle, des véritables blessés par balle que nous avions identifiés. Dans les différents, dans notre rapport, au moment où nous étions en train de faire notre travail, nous dénombrons déjà 6 décès. Rien qu'à l'instant. Il y a eu d'autres par la suite. Donc, c'est à ce moment-là que, lorsque j'étais au cours de la seconde question, qu'il fera allusion à cela. Et je lui ai expliqué que je ne suis pas, je suis médecin, je suis assermenté et j'ai fait mon devoir. On m'a encore gardé. Et le 14 vers 19h, on vient me faire sortir. Mais je vous assure, ils sont terribles, ils n'ont même pas honte, ils sont maladroits. Pour me faire sortir de la cellule où j'étais, je n'avais plus rien. J'étais à nu, j'étais pieds nus, je n'avais que ma robe. Pendant 9 jours, sans boire, sans manger, sans toilette, sans etc. Imaginez la suite. Donc, ils viennent me chercher. Les militaires cagoulés à nouveau. Donc, ils font le sport.
il m'escorte jusqu'au niveau d'une nouvelle voiture qui m'attend, une nouvelle double cabine qui m'attend, pour m'amener à la DGR. Le vendredi, on m'amène à la DGR. Donc le 14, on m'amène à la DGR. Je dors encore à la DGR. Donc je suis allé remplacer, parce que je suis allé occuper la cellule qu'occupait également le président Léon Jacquia, qui était là-bas. Puisqu'on m'a dit que voilà. Donc j'ai été là-bas. Et c'est le lendemain matin que le procureur est arrivé. C'est le procureur qui est venu me faire sortir vers 9h. Donc je pose la question au procureur, vous êtes venu, quel est le but de votre visite? Pour vous faire sortir. Pourquoi? Je suis d'abord entré pour quel motif? Vous me faites sortir pour quel autre motif? Il y a quel problème? Non, je n'ai rien à vous donner, je reçois des ordres, on m'a demandé de vous faire sortir, il faut que vous sortiez. Ah bon? Comme ça. Figurez-vous que pendant que j'étais au niveau du B2, même mon avocat ne pouvait pas me voir. L'avocat, et pourtant l'avocat doit rencontrer son client. On a empêché à l'avocat de venir me rencontrer au B2. Donc, le procureur, il me tient son laïus, plein. J'ai dit non. Ali lui-même est où? Il fallait qu'il vienne. Mais attendez, vous prenez des gens comme ça, vous mettez en prison, en garde à vue. D'abord, tout est illégal. On va parler des violations. C'est 48 heures maximum. Mais j'avais fait 9 jours. Je n'ai vu personne. Je vous assure, je n'ai vu personne. Pas un démon, même pas mon avocat. Pendant 9 jours. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire avec ces gens? Et voilà. Et c'est comme ça qu'on m'a relâché. Je vous signale que jusqu'à présent, ils ont toujours mes effets. Seule la voiture m'a été restituée et mon sac vidé de son compte. Donc, ils sont restés avec tout. Non, c'est pas sérieux. C'est pourquoi, vraiment, à l'assistance qui est là, nous sommes déjà, comment dire, non, même pas, nous avions été, en termes médicaux, on dit, nous sommes des cobayes. C'est nous qu'on a utilisés comme cobayes pour pouvoir expérimenter leur répulsion, leur force, mais n'ayons plus peur. N'ayons plus peur. Ils ne vous feront plus rien. Ils ne vous feront plus rien. Même s'ils font là, ils auront tout le monde sur eux. Parce que même actuellement là, leur conscience, ça parle. Les langues, c'est dit. Les langues, c'est dit. Donc, voilà ce que je voulais vous dire. Et vraiment, je remercie le DG. Je remercie le comité qui est là pour permettre à ce que le Gabonais puisse s'éveiller, puisse agir. Et il est temps maintenant d'agir. Je vous remercie.